Bonjour et bienvenue dans Droit de Cité. Mon invité du jour fait partie des icônes du rap hexagonal mais aussi mondial. Leader du groupe IAM, il nous a fait danser avec le Mia. Il nous a aussi un peu éduqués avec Petit Frère. Akhenaton est l'invité de Droit de Cité. Merci Akash d'avoir accepté de répondre à nos questions. Très volontiers. Comment ça va Akash? La grande forme. La grande forme. Et vous? Ça va. C'est un peu impressionnant lorsqu'on interviewe une personnalité qui a quand même été, qui a bercé son enfance. Ça me fait plaisir, je suis très content d'être là. Alors, dites-nous, prochainement, vous êtes là surtout pour nous parler de votre tournée. Oui. Vous allez débuter une tournée du 9 au 17 avril en Afrique. Vous allez parcourir l'Afrique aussi bien à Dakar qu'à Brazzaville, si je ne me trompe pas, à Abidjan. Abidjan, Nouakchott. Enfin, la première partie sera surtout sur l'Afrique de l'Ouest, donc Abidjan, Nouakchott, Dakar. D'accord. On espère la deuxième partie de la tournée, plus à la rentrée, pouvoir faire à Brazza et à partir de Brazza, pouvoir tourner. C'est toujours à l'état de projet, c'est pas encore sûr. En tout cas, les premières dates qui sont sûres, c'est Abidjan, Dakar, 2 dates, et Nouakchott, 1 date. Alors, cette tournée va bien sûr vous permettre de présenter aussi votre 5e album solo que vous aviez titré Je suis en vie. Pourquoi ce titre? Puisque je pense que j'ai cru comprendre que c'était une inspiration du livre Le sabre et la pierre. C'est bien ça? En fait, beaucoup de gens croient que Je suis en vie, c'est une référence à l'artiste, alors que c'est pas du tout ça. C'est plus une référence à l'homme. Et à la vie en général. C'est peut-être que ces dernières années aussi, j'ai passé des événements un peu douloureux et j'ai perdu beaucoup de gens que j'aimais et qui m'ont fait réaliser à travers ces événements, j'ai réalisé que la vie était précieuse et qu'il faut en apprécier chaque seconde. Et donc, toujours dans le même sens, lorsque j'ai lu La pierre et le sabre d'Eiji Yoshikawa, qui est la biographie du samouraï japonais Musashi Miyamoto. D'accord. Un jour, alors que c'est quand même quelqu'un dont la vie est empreinte de mort, il tue des gens, il livre des duels, il est là pour installer son nom, être embauché par le shogun. Donc on est dans des données modernes, ce que je dis souvent en interview, renommée, argent. Et puis un jour il se lève, il regarde Kyoto, au lever, personne dehors, la rivière, les arbres, et il dit « je suis vivant ». Ça c'est la pochette, ça c'est aussi la pochette de l'album. Et donc cette phrase m'a énormément touché venant de quelqu'un qui avait une existence qui n'était pas du tout dans la spiritualité, mais plutôt dans le maniement des armes, et sa vie était pétrie dans la mort au quotidien. Donc pour moi, le fait de réaliser d'être en vie tous les jours, c'est un combat aussi, et le fait d'apprécier les bons moments aussi, ça l'est. C'est ça en fait, puisque vous avez connu comme des moments assez difficiles, vous avez perdu votre père, et après il s'est enchaîné la perte de vos grands-parents. Tous mes grands-parents. Les 4 grands-parents. J'ai perdu 3 et ma grand-mère qui est toujours là malheureusement, mais qui a Alzheimer et qui ne reconnaît plus personne. Et tout ça, comme vous venez de le dire, vous a permis en fait de relativiser et d'accorder plus d'importance au présent. Au présent, au quotidien. Alors, je le dis souvent, mais je suis d'origine napolitaine et à Naples, il y a un dialecte. Et dans le dialecte, il n'y a pas de conjugaison au futur. Le temps futur n'existe pas. Les Napolitains utilisent que le présent. Ça correspond un peu à ma manière de voir la vie, de vivre. J'essaie de faire en sorte que le présent soit le plus délicat et le plus délicieux possible. Après, on peut s'attarder toujours à faire des projets, à se projeter dans le futur, à échafauder des choses énormes. Oui, je comprends qu'il y ait des gens qui le fassent, ça ne me correspond pas du tout. Moi, ce qui me correspond, c'est essayer de faire en sorte que l'instant soit beau. On va essayer de conjuguer le futur quand même de cette fameuse tournée. Mais j'aurais voulu savoir, qu'est-ce que vous connaissez, parce que c'est vrai que vous parlez beaucoup hip-hop, vous parlez beaucoup rap, mais vous parlez très peu du continent africain. Qu'est-ce que vous connaissez de l'Afrique en général? Peu de choses. Moi, je connais. Qu'est-ce que cela vous évoque? La chose que je connais personnellement pour y avoir été, c'est surtout l'Afrique du Nord. Et après, c'est l'histoire de l'Afrique que je connais. Contrairement à Nicolas Sarkozy, j'ai ouvert mes livres d'histoire et je me suis aperçu que l'homme africain était rentré dans l'histoire beaucoup plus que ce que les Européens pensent. Et donc, ce qui nous avait valu à l'époque de rentrer un peu en conflit, on avait dit Nicolas Sarkozy n'est pas assez rentré dans le livre d'histoire. Parce que lui avait dit
l'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire. Et on lui a dit non, non, c'est vous qui n'êtes pas assez rentré dans l'histoire. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Parce que le Négus, parce que l'Empire mandingue, parce que voilà, il y a des pharaons noirs en Nubie, c'est pas moi qui ai créé cette histoire-là, elle existe. Et puis je veux bien lui offrir 2-3 livres de Cheikh Anta Diop s'il a envie de lire. J'avais une question d'ailleurs par rapport à Cheikh Anta Diop et vous me tendez la perche, puisque cela concerne votre nom, le choix de votre nom, Akhenaton. Oui. Vous avez choisi Akhenaton parce que vous avez été inspiré par ce grand personnage, ou c'est plutôt parce que vous avez été inspiré par l'histoire officielle qui dit autre chose, alors que des chercheurs de renom, ils ont réussi comme Cheikh Anta Diop à prouver les origines nubienne, oui, nubienne, kémite, de tous les pharaons, mais voilà, et de l'Égypte antique. Mais c'est entendu aujourd'hui maintenant, plus personne n'y fait opposition. Il y a juste quelques nostalgiques de l'histoire gréco-centriste qui clament le contraire, mais un peu des deux. Un peu des deux parce que Akhenaton était un pharaon révolutionnaire et le fait d'affirmer que les pharaons étaient noirs, ça a été révolutionnaire à une époque. Cheikh Anta Diop a été mal compris à cette époque-là, alors que maintenant les gens sont plutôt tous d'accord avec. Donc j'invite beaucoup de gens, et notamment beaucoup d'Africains, à lire Cheikh Anta Diop, qui permet d'avoir un éclairage incroyable sur même le concept de race, et qui montre en fait que la race humaine est la seule race qui existe. Exactement. Je peux être génétiquement plus proche de vous, Roger, que d'un voisin chez moi, sur mon île, en Italie. Et ça, c'est le patrimoine humain. C'est pas encore une fois, il y a des gens beaucoup plus sérieux et des scientifiques qui le disent. Hein, c'est pas moi qui l'affirme, mais c'est une évidence. Donc on a bien compris que vous étiez d'accord avec. Oui, Cheikh Anta Diop nous a influencé. Vous le savez, vous connaissez bien Ayam des premières heures et des premières œuvres. Cheikh Anta Diop a joué un rôle, notamment Civilisation et Barbarie, Nation et Agriculture. Ce sont des livres qui, moi j'avais 17 ans, voilà, j'ai lu ça, mais pas que, Frantz Fanon, et toute l'histoire du continent africain. Et musicalement, et surtout en ce qui concerne le rap africain, qu'est-ce que vous connaissez du rap africain et qui connaissez-vous du rap africain et non américain? Je connais moins le rap africain que l'histoire africaine, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois des groupes comme Négrissime et comme Positive Black Soul au Sénégal. Beaucoup, en fait, nous à Marseille notamment, on a une communauté malienne et sénégalaise très importante. Donc forcément, le Sénégal, c'est un pays voilà, central. Nous, en tout cas à Marseille, la communauté, en étant gamin, je sortais dans les soirées, j'allais dans les mariages sénégalais. Donc c'est quelque chose où je suis beaucoup plus habitué, par exemple, que si un jour je vais au Congo ou au Gabon, ça va être beaucoup plus dépaysant pour moi, parce que c'est une culture que je ne connais pas bien, non. D'accord. Donc je suis très impatient de connaître les groupes de rap. Et d'ailleurs, dans chaque pays où on va, en général, on arrive à rencontrer des groupes, à découvrir. Là, on a joué en Chine et on a fait des scènes où on a partagé avec des groupes de rap. On a joué à Pékin. Il y avait un petit gamin qui faisait du reggae chinois, mais extraordinaire. Mais si vous avez parlé de Positive Black Soul, si je me souviens bien, dans votre discographie, je n'ai pas vu de featuring avec ces artistes-là. Non, parce que ça ne s'est pas fait, mais on a très peu fait de featuring avec des groupes de rap étrangers. Et en fait, c'est très récent, nos featuring avec les groupes de rap étrangers, et même européens. Hein.
C'est-à-dire que là, ces 3-4 dernières années, je fais du featuring avec des groupes allemands, avec des Thaïlandais, avec des Japonais, mais c'est tout groupé vers les 4 dernières années. Je pense qu'à IAM, on a été pendant des années très renfermés. Des fois, le côté marseillais, c'est un peu ses défauts, un peu renfermé sur nous-mêmes et un peu, voilà, un peu trop. On a eu plusieurs fois des concerts en Afrique qui se sont annulés par la suite. On était super déçus de ne pas y aller. Et on sait qu'il y a des tas de fans qui nous ont envoyé « mais quand c'est que vous venez, quand c'est que vous venez ?» Ben là, on est super content de pouvoir rattraper ça. L'an dernier, c'est la première fois où on joue en Algérie, depuis 25 ans où les gens nous demandaient. On a été reçus en Algérie de manière incroyable, donc on était très contents. Au Maroc aussi d'ailleurs, hein. Ça a été la première fois où on faisait un concert. Bah, c'est bien ça aussi. L'autre question qui était de savoir en fait pourquoi êtes-vous si rare en Afrique, parce qu'on a par exemple une grande population, une génération tout entière qui a grandi avec l'école du micro d'argent et qui n'a pas eu la chance de vous voir sur scène. Je pense qu'on a été victime du succès de ces albums-là, et qu'à l'époque on a énormément tourné en France, en Europe, et on a fait énormément de tournées. Et on négligeait, mais ce n'est pas uniquement l'Afrique, hein, c'est le continent américain. Par exemple, on avait annulé à l'époque, dans les années 90, notre tournée américaine. C'est les Nubians qui l'ont fait à notre place, et les Nubians en ont bénéficié. Oui, la tournée de cette tournée-là, c'était une tournée qui était montée pour IAM au départ, et qu'après les filles ont fait, et elles ont super bien fait le job, mais c'est plutôt une négligence générale de ce qui était à l'étranger, tout simplement parce qu'on faisait chaque fois 200 dates en France, Belgique, Suisse et un peu Canada, et on était rincés. En fait, on n'arrivait plus à bouger après, on restait dans nos familles nous avaient plus vus depuis 1 an et demi, et là, l'option de privilégier les concerts à l'étranger a été prise depuis 4 ans, 5 ans. Et du coup, on voyage beaucoup plus. On fait beaucoup moins de concerts en France et beaucoup plus de concerts à l'étranger. On a commencé même les pays de l'Est où, pareil, on a beaucoup de fans et où on est peu ou pas allé. Il n'y a qu'en Pologne, mais là, on va essayer d'y remédier, d'aller en Autriche, Slovaquie. Voilà, c'est un peu pareil. Malheureusement, l'Afrique, c'est pas un traitement particulier à l'Afrique, c'est le monde en fait. Et moi qui adore voyager, pour moi, les plus beaux concerts, c'est aller à l'encontre des populations voilà, d'autres pays. Alors, durant cette tournée, qu'allez-vous proposer au public africain qui va venir sûrement nombreux à assister à vos spectacles et surtout à redécouvrir ce grand groupe qui est IAM? Alors nous, on prépare en général des tournées qui sont les mêmes qu'on soit aux États-Unis, en Afrique ou en Asie, sauf que moi j'aimerais introduire un petit morceau spécial. J'espère pouvoir arriver à convaincre Shuriken de faire les tam-tams de l'Afrique. Je trouve que faire ce titre-là sur le continent, ça revêterait ou celui-là ou le tempo libère mon imagination, un de ces 2 morceaux qui vraiment serait un côté symbolique important pour moi. Ils sont arrivés un matin par dizaines, par centaines, sur des monstres de bois aux entrailles de chêne, sans bonjour ni question, pas même de présentation. Ils se sont installés, ils sont devenus les patrons, ils se sont transformés en véritables sauvages, jusqu'à les humilier au plus profond de leur âme. Enfants battus, vieillards tués, mutilés, femmes salies, insultées et déshonorées, impuissants. Les hommes enchaînés subissaient les douloureuses lamentations de leur peuple opprimé. Et chacun d'entre eux en lui-même se doutait. Il partait pour un voyage dont il ne rentrerait jamais, qu'il finirait dans un port pour y être vendu. Il pleurait déjà son pays perdu, traité en inférieur à cause d'une différence de couleur. Chaque jour nouveau était annonciateur de malheur au fond des cales où on les entassait. Dans leurs esprits les images défilaient, larmes au pouls salé, larmes ensanglantées. Dans leurs esprits longtemps retentiraient les chants de la partie de leur rêve qu'on leur a arraché, mais sans jamais tuer l'espoir qui les nourrissait. Qu'un jour ils retrouveraient ces rivages féeriques où s'élèvent à jamais les tam-tams de l'Afrique.
c'est aussi bien, vous allez quand même jouer les standards. Mais bien sûr, le public africain va avoir droit à de l'école du micro d'argent ou du Mia ou du Bad Boy de Marseille en long, en large, en travers. On est obligé, puisqu'en plus au Sénégal, on fait des endroits qui sont des assez grandes capacités, donc on a conscience qu'il y a toute une génération qui a grandi avec ces albums-là. Je crois que si on ne le fait pas, on se fait lyncher. Hein. Mais même en France, hein, quand on ne fait pas ces morceaux-là, ah, petit frère, demain c'est loin. On est obligé de les faire. Ouais. De le faire. Parlons légèrement politique ou sinon la vie activiste. Est-ce qu'on peut vous considérer comme un artiste engagé? Je pense qu'une fois qu'on donne ses positions, qu'on affirme ses convictions, on est un artiste engagé. Je suis engagé dans le quotidien, je m'engage dans mes paroles, je m'engage dans mes actes, donc forcément oui, mais pas que. Ça peut m'arriver de faire des morceaux très légers ou des morceaux comme le Mia qui sont des morceaux d'entertainment. J'ai toujours eu au fond de moi cette réminiscence du hip-hop, et le hip-hop qui est une musique qui part de l'engagement le plus total à la désinvolture la plus totale, et j'aime tout. Par exemple, ça ne me dérange absolument pas quand les artistes font de la musique uniquement pour danser, c'est pas un problème que j'ai. Et est-ce que vous suivez un peu, ou vous avez eu à suivre l'actualité politique qui domine le continent africain? Alors, elle est variable selon les pays, mais ça m'est arrivé de suivre certains épisodes de ces dernières années. C'est assez mouvementé. Notamment, on parle beaucoup de tout ce qui est autour du Nigeria ou du Mali ces dernières années. C'est devenu un peu complexe, et puis la déstabilisation du continent africain, il faut la chercher du côté de la Libye et d'une route de déstabilisation qui s'est ouverte avec les entrées d'argent et d'armes par ce pays-là, mais pas que, parce qu'il y a des pays qui ont des grosses ressources et qui au plus on a de ressources, au plus on a de problèmes. Voilà. Mais je suis, par exemple, même pareil, sur des histoires de préservation, sur des forêts au Congo avec des gorilles, et que certaines sociétés minières veulent exploiter et font tout pour que les braconniers tuent tous les gorilles pour pouvoir exploiter ces forêts-là. Ce sont des choses que je suis, ou par exemple les problèmes d'immigration en Afrique du Sud, où les Africains du Sud noirs ont tué leurs frères du Zimbabwe parce qu'ils les accusaient de voler leur travail. Ça m'a rappelé des sombres histoires françaises, de la France aux Français. Et comme quoi, des fois, le continent africain ou la politique de Mugabe, des fois au Zimbabwe, qui est pas très reluisante sur certains points. Alors, mais dites-moi, est-ce que vous avez par exemple suivi ces acteurs, ces rappeurs africains qui se sont retrouvés à être très actifs au niveau de la société, comme on a pu le voir avec Y en a marre au Sénégal, ou d'autres artistes rappeurs au Burkina Faso lors des événements qui ont conduit au départ du président Blaise Compaoré. Comment vous analysez ça, que ces artistes au final prennent ce combat? Mais mettez ça en parallèle par exemple avec ce qui s'est passé dans les pays arabes, et vous verrez que le rap est toujours présent dans des mouvements révolutionnaires, parce que le rap est la libération de la parole. Et que à un moment, des gamins qui ont 17, 18, 19 ans, 20 ans, qui sont influencés par la culture du monde entier, qui sont sur Internet, ils vont s'abreuver de cette musique-là, et au bout d'un moment, leur contestation va être véhiculée par ce médium-là. Ils ne vont pas nécessairement faire tout le temps des chaînes de télé, des YouTube ou des Twitter, mais ils peuvent faire des morceaux. Et c'est vrai que les morceaux qui se diffusent après dans l'ensemble de la jeunesse sont beaucoup plus porteurs qu'un commentaire sur Twitter, parce qu'il y a une création artistique derrière. Et parce que moi, je ne suis pas du tout étonné que les groupes de rap soient au cœur de l'actualité dans des révolutions qui se passent en Afrique. De toute façon, en Afrique, il y a des problèmes en même temps aussi de marché et des problèmes non réglés, comme le cours du coton, par exemple, qui met à genoux certains pays d'Afrique de l'Ouest parce que le cours du coton est dicté par les États-Unis, et que certains agriculteurs aujourd'hui en Afrique de l'Ouest cultivent et ne gagnent même pas de quoi couvrir les frais de leur culture.
C'est un souci, ça s'appelle la mondialisation qui est imposée. Mais de l'autre côté, on a la diaspora congolaise, par exemple, Oui. installée un peu, bon, c'est une diaspora déjà, qui, elle, appelle au boycott des artistes congolais ou manifeste même les jours de concert pour empêcher le public de se rendre parce qu'ils disent que ces artistes-là sont des leaders d'opinion, mais ils n'assument pas leur rôle, et puis, selon eux, ils ont soutenu un pouvoir en place, un pouvoir qui aurait, ou en tout cas, ne serait pas légitime, aurait triché durant les élections. Mais je veux bien que ce pouvoir-là aurait triché ou ne serait pas légitime, mais c'est compliqué de faire reposer tout le poids de ça sur les épaules des artistes. Ça fait 5 ans que les artistes oui, mais ne jouent plus surtout en qu'il y France, a des artistes congolais dont les paroles et dont la musique est destinée uniquement à faire danser les gens. Pourquoi imposer à ces artistes-là de prendre des positions alors que peut-être dans leur musique, ils ne voulaient pas le faire à la base? Je pense que c'est à la diaspora à prendre ses responsabilités et à faire en sorte de militer, si tel est leur souhait, de militer pour faire passer leur opinion par la non-violence, mais par le débat, et de faire peser toutes ces responsabilités sur le dos des artistes. Je trouve ça injuste, personnellement. Maintenant que l'artiste aille cirer les pompes d'un dirigeant ou d'un truc comme ça, mais je ne vais pas vous apprendre, vous connaissez mieux le continent que moi, vous savez très bien que même il y a des pays qui ne vous laissent pas le choix, et quand vous jouez dans le pays, au bout d'un moment, si vous ne jouez pas pour les instances dirigeantes, vous ne repartez pas. Je peux citer certains exemples de certains artistes dans le passé. Donc c'est très compliqué, la diaspora congolaise doit comprendre ça aussi. Ce sont des choses qu'ils doivent intégrer. Au contraire, ils doivent se mettre avec ces artistes. Ils doivent, quand les artistes viennent en Europe, les rencontrer et discuter avec eux. Et faire en sorte que dans l'avenir, ça change. Mais ces oppositions par la force, c'est contre-productif. Mais j'insiste un peu sur ce point, Ouais, parce qu'on est suivi par nombreux de notre public sont d'origine congolaise. Et l'autre point, c'est de dire également qu'en fait, le pays est en deuil et qu'après près de 8 millions de morts, on ne peut pas encore continuer à être dans la fête, dans la joie, sabrer le champagne. Compliqué, c'est pas sabrer le champagne, mais on peut sourire. C'est important d'être dans le deuil, de retrouver le sourire quelque part. Je ne dis pas que les artistes doivent tous dire danser sur les tables. Vous savez très bien que notre musique, c'est pas ça du tout. Exactement. Mais en même temps, tu vois, dans les actes, sur le Congo, par exemple, il y a certaines sociétés pharmaceutiques qui ont déposé des brevets sur certaines plantes qui sont exploitées dans ce pays. Et ces sociétés sont présentes en Belgique et en France. Et la communauté congolaise, quand leurs enfants sont malades, vont acheter les médicaments de ces mêmes sociétés qui font des pressions sur les présidents et manipulent les élections pour que certains gens soient élus. L'engagement, c'est à tous les niveaux. Donc, ce qu'on exige des artistes, il faut se l'appliquer à soi-même. Et moi, ce que je dis, c'est pas de jugement hâtif et pas de ces sortes de vendetta comme en Centrafrique où on se venge, où on prend des personnes au hasard, où on tue des familles un peu comme ça parce qu'on a subi des exactions auparavant. C'est le cercle de la violence, ça mène nulle part. On ne construit rien, c'est uniquement la culture de la destruction. La communauté et la diaspora congolaise, qui a la chance d'être une diaspora, en plus de ça, éduquée, et avec un très haut niveau d'éducation, devrait tout poser à plat et reconstruire. Ok, certes, il y a eu 8 millions de morts, certes, il y a des choses qui ne tournent pas rond, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux? Vous parlez de 8 millions de morts en RDC. Aujourd'hui, on voit que l'Afrique connaît aussi une autre forme de violence avec des groupuscules terroristes comme Boko Haram ou l'État islamique. Il y a la LRA aussi. La LRA aussi. Comment vous analysez ça? Quelle est votre interprétation de la naissance de tous ces groupuscules terroristes? Quand les gens n'ont pas accès aux richesses de leur propre pays, quand la frustration s'installe, quand on hiérarchise la société, quand on hiérarchise les revenus et que tout le monde n'a pas accès aux rêves, le terrain est là. Écoutez, Boko Haram qui arrive sur des marchés pour recruter des gamins qui sortent de prison, on leur donne 450 $, alors que le salaire d'un enseignant au Nigeria, c'est 150 $. Mais vous vous rendez compte, on dit à des délinquants, on vous donne 450 $ et tu as une Kalachnikov, tu as le droit de vie et de mort sur des gens.
C'est couper l'argent. D'où vient cet argent? Par où passe cet argent-là? Vous savez très bien que c'est un canal libyen et que c'est de l'argent qui est acheminé, qui vient de l'extérieur. Le souci au Nigeria d'accès aux ressources minières et d'exploitation du pétrole est au cœur. Voilà. Vous prenez les conflits en Afrique, vous prenez une carte. Vous avez parlé aussi du problème, vous dites que les gens ne rêvent plus, mais aujourd'hui on voit par exemple qu'il y a un phénomène de ce rap américain où on a des idoles qui font énormément rêver la jeunesse mondiale et aussi africaine. Africaine, oui, bien sûr, il y a un phénomène d'identification. Mais alors, l'exigence qu'on met à interdire les artistes congolais, pourquoi on est beaucoup moins exigeant avec les rappeurs américains qui vont jouer carrément des concerts privés pour certains dictateurs ou alors soutiennent certaines marques qui sont des grands qui exploitent les richesses en Afrique. Alors, on ne voit pas les gens de la diaspora débarquer avec des battes de baseball dans des grands concerts de rap d'artistes américains. Je pense que justement, il faut faire redescendre tout ça, il faut poser les battes de baseball et être aussi tolérant avec les artistes locaux que ce qu'on l'est avec les artistes internationaux. Ce n'est que de la musique. Les artistes qui ont envie de s'engager s'engagent, ceux qui n'ont pas envie de s'engager ne s'engagent pas. Les gamins qui exigent que les artistes s'engagent devraient s'engager eux-mêmes. Parce qu'apparemment, ils savent des choses. Et dans les actes et dans ce qu'ils consomment, ils devraient s'engager. Alors revenons un peu dans le rap et surtout dans votre histoire avec IAM et les personnes que vous avez eu à produire. Lorsqu'on regarde vos interviews sur la toile, moi en tout cas je suis resté sur une de vos phrases où vous avez eu à dire moi je fais du hip-hop, j'ai une mentalité hip-hop, ce que font les autres, j'en ai rien à foutre. Mais oui, parce que ça part du même principe, c'est que du moment où on se met l'habit de juge, il faut avoir le statut de juge derrière et être irréprochable. Moi, je ne suis pas la Vierge Immaculée, je n'ai pas la science infuse. Donc, cet état d'esprit hip-hop, il doit être présent dans l'ouverture d'esprit. Et des fois, j'ai pu en manquer, des fois, j'ai pu juger les autres. Et que Dieu me pardonne pour ce que j'ai pu faire dans le passé. Et j'essaie maintenant le plus possible d'être en adéquation avec cette mentalité du hip-hop qui accepte tout. Et que moi, ce que les autres font, tant qu'ils l'assument et qu'ils le vivent bien, ça ne me pose aucun problème. Après, c'est certain que si tu me demandes musicalement qu'est-ce qui se fait en Afrique, je regardais encore récemment le concert de 74 au Zaïre, même si c'est Mobutu qui était l'organisateur et que dans le stade, au-dessus, il se passait de la musique et qu'en dessous, il torturait les gens. Les paroles qui étaient défendues et ce qui était dit sur la scène, c'était de la musique quand même assez engagée. James Brown, il ne chantait pas la vie est belle, on danse sur des bouteilles de champagne, c'est pas du tout ça. Alors une autre phrase avait encore retenu mon attention, c'est celle-ci. Je m'exprime très peu parce que j'aime tous ceux qui ferment leur gueule. C'est un passage d'un morceau de rap que j'ai fait, que j'ai moi-même emprunté à un film qui s'appelle Sleepers. D'accord. Et à un moment donné, il y a un vieux mafieux qui est sur un banc et il y a un gamin qui vient à côté, il s'assied à côté de lui, il dit vous avez monsieur Don, je sais pas trop quoi, vous avez l'air d'aimer les pigeons, parce qu'il leur donne à manger, il leur donne des graines, et il se tourne vers lui, il fait j'aime tout ce qui ferme sa gueule. Et en Italie, on a ce côté-là où aussi on essaie de ne pas parler à tort et à travers. Parler à tort et à travers, c'est nuisible. Et quand on parle, il faut que ce soit ciblé. Je te cite un exemple. Quand il y a eu les événements du 7 janvier en France, on a choisi dans l'ensemble du groupe IAM de ne pas parler parce que les débats étaient uniquement dans l'émotion et pas dans la réflexion et pas dans le problème de fond. Et ça ne l'est toujours pas. On est toujours dans la pancarte. Tu es Charlie, tu n'es pas Charlie. Le débat est manichéen. Le débat en France est manichéen. Ou tout noir ou tout blanc, mais jamais d'entre-deux. Alors que la vie, ce ne sont que des nuances de gris, plus vers le noir, plus vers le blanc. Mais aujourd'hui, ces nuances-là, elles sont interdites. Je sais bien que vous venez de nous dire que ce que font les autres, c'est leur affaire. Mais j'aurais quand même voulu avoir quelques mots, une phrase sur ces 8 artistes que je vais vous citer. Par exemple, si je vous dis Nas,
Ah, Nas, c'est peut-être l'artiste qui, lorsqu'il arrive, qu'on peut appeler « il ne faut pas l'inviter ». Parce que quand Main Source et Third Base l'invitent sur leur album, il les éclipse. D'accord. Alors, Booba? Booba, moi je suis plus artistiquement sur le Booba de Lunatic et sur le Booba de très bon morceau Civilisé. Voilà. Jay-Z? Jay-Z, pareil, j'aime pas toute l'œuvre, mais on va dire 3 albums, Reasonable Doubt, Blueprint, Black Album. Common, magnifique, The Light, The Corner, un artiste pour moi, voilà, on parlait d'artiste engagé, il peut faire danser, il peut faire réfléchir, c'est un vrai artiste. Gradure, le jeune Gradure. Alors je ne connais pas du tout. Vous connaissez pas? Je ne connais pas du tout. Je pourrais en parler si je connaissais musicalement, mais je ne connais pas. Kanye West? Pareil, je suis sur les 2 premiers albums de Kanye West. Après, j'ai beaucoup de mal avec Kanye West de ces derniers temps, même si je reconnais que College Dropout, l'album, c'est du génie. On finit par mettre Gims? Moi, j'ai des enfants, donc ils peuvent écouter, ça ne leur est pas interdit. Il fait de la musique pour danser, pour bouger. Ça ne correspond pas musicalement à ce que moi j'aime faire, mais je vis très bien le fait qu'il y ait des gens qui fassent cette musique-là. Ça ne m'empêche pas de me lever et j'ai pas mal à mon hip-hop, puisque le hip-hop que j'écoute, il est d'une manière et j'accepte que les autres fassent un autre type de musique. C'est de la tolérance, c'est important. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Je me suis débarrassé de mon côté taliban avec ces dernières années. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'était Droit de cité avec Akhenaton, leader du groupe IAM. Ils seront en Afrique du 8 avril au 17 avril. Allez-y, allez voir le grand spectacle d'IAM.